Bonjour. Au menu de ce jour, ce que je vous propose, c'est de faire une analyse objective pour répondre à la question de savoir pourquoi la majorité des traders perdent en bourse. Alors, vous verrez que cette analyse présente des résultats très surprenants, car complètement contre-intuitifs. Et c'est une analyse en fait qui s'appuie sur des concepts mathématiques pas forcément très immédiats, mais rassurez-vous, mis à part un petit rappel de base juste après, j'ai rendu l'ensemble du sujet très visuel et je pense très abordable. Pour ceux qui me suivent un petit peu, cette analyse est une partie des travaux que je mène en ce moment dans le but d'élaborer une stratégie adaptative qui, je l'espère, sera la plus indépendante possible des caprices du marché. Et donc j'ai cherché un moyen de présenter ces premiers résultats, les premiers résultats de ces travaux et la manière de l'aborder. Et finalement, j'ai trouvé l'axe en visionnant une des dernières vidéos de Xavier Delmas. Et je vous ai mis le lien juste en dessous. C'est une personne qui est pour moi un peu une référence en termes de pédagogie. Donc là, on arrive dans la partie constat. Une étude menée par l'AMF, que beaucoup doivent connaître, a montré que près de 90% des traders perdent de l'argent en bourse. Alors c'est une étude qui a été faite sur une durée de 4 ans, mais je pense que si ça avait été plus long, ça n'aurait pas changé grand-chose. Sur une population de près de 15 000 personnes, c'est-à-dire un échantillon assez représentatif. Et c'est vrai avec les traders particuliers, bon là à la limite on peut comprendre pourquoi, car généralement considérés comme amateurs, mais c'est aussi vrai mais dans une moindre mesure avec des sociétés d'investissement spécialisées telles que les SICAV, les fonds de commun de placement, etc. Et ce qu'on constate, c'est que ces organismes, normalement spécialisés de placement sur le moyen long terme, peinent à dépasser leur indice de référence, et dans la majorité des cas même, ils sont derrière. Et juste pour la petite histoire, en 2008, Warren Buffett avait lancé un pari. Il avait assuré qu'un simple fonds d'actions indiciel ferait mieux sur 10 ans qu'une sélection de fonds spéculatifs. Eh bien, je vous le donne en mille. En 2018, il a gagné son pari, donc je crois que c'était $1 million, et il a donné cet argent à une association caritative. Et pour en finir avec les anecdotes, il y a une étude d'une université de Londres, alors je mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui a démontré qu'un choix au hasard d'investissement boursier, comme le ferait un singe gestionnaire de fonds, rapporterait plus qu'un choix pondéré par capitalisation boursière. Ça, c'est juste pour vous montrer le côté vraiment aléatoire des marchés. Ok, rappel statistique. Alors là, surtout, ne partez pas en courant. Vous allez voir que les lois statistiques sont très simples à comprendre. En tous les cas, beaucoup plus simples que les expressions mathématiques qui les formalisent. La seule chose à comprendre, c'est ce que nous raconte la courbe en cloche à droite. Cette loi est assez fantastique car juste avec 2 paramètres, sa moyenne et son écart type. Alors sa moyenne représente en gros l'endroit où vous avez le plus de chances de vous trouver, et l'écart type, ça caractérise l'étalement de cette cloche, autrement dit sa dispersion. On va revenir là-dessus juste après avec un exemple concret. Donc juste avec ces 2 paramètres, cette loi régente quasiment tous les processus statistiques existants, quels qu'ils soient. Partout où vous avez une part d'aléa, et dès lors que vous multipliez vos expériences, vous convergez vers ce type de loi. Donc vous prenez par exemple la probabilité que vous avez de mettre le ballon dans le panier de basket à une certaine distance, vous êtes sous le coup de cette loi. La probabilité que vous avez de faire à l'âge adulte une certaine taille, c'est l'exemple que j'ai pris ici, on le verra tout à l'heure, vous tombez également sous le coup de cette loi. La probabilité que vous avez de vous faire mordre par une chauve-souris pour prendre le sketch de Bigard enragé, vous êtes encore sous le coup de cette loi. Donc c'est une loi qui a d'autres noms un peu plus scientifiques, on l'appelle également la loi normale, on la doit à M. Gauss et à M. Laplace, mais courbe en cloche, c'est très bien pour nous. Donc pour revenir au cas concret, là j'ai pris l'exemple de la taille d'un être humain. Alors dans ce cas, la taille moyenne d'un être humain c'est de l'ordre de 1, c'est pas de l'ordre, c'est 1m74, et l'écart type est de 7,1 cm. Donc à partir juste de ces 2 informations, pour chaque enfantiné, vous êtes capable de définir la probabilité que sa taille soit comprise, par exemple, entre 1m67 et 1m85, par exemple. Et cette probabilité peut être calculée en faisant l'intégrale de la courbe dans la zone rouge. C'est-à-dire, dans notre cas, on fait 34 plus 34, ça nous fait 68% de chance qu'à l'âge adulte, votre enfant soit dans cette zone. En dessous, je vous ai mis comment se comporte la loi normale en fonction de sa moyenne et de son écart type. Donc on voit clairement que
lorsqu'on bouge la moyenne, on va avoir un effet de translation sur la courbe, sur l'axe horizontal, et lorsqu'on bouge son écart type, on va jouer sur l'aplatissement de la courbe. Donc, maintenant que vous avez bien remis tout ça en place, le reste va vous paraître évident. Voilà, on commence à entrer dans le vif du sujet. Donc juste avant de décrire ce que représente cette courbe, je pense que si vous regardez sa forme, elle va vous rappeler assez furieusement ce dont on vient de parler. Là, ce qu'on a, c'est le comportement du S&P 500. Alors, ce marché, tout comme les autres, on sait évolue dans des environnements assez complexes, multiparamètres, impossible à mettre en équation. Bref, tout ce qu'il faut pour en faire un superbe processus aléatoire. Eh bien, maintenant qu'on a lâché sa caractéristique, on va s'apercevoir que lui non plus ne va pas pouvoir échapper à la courbe en cloche de Gauss. Donc, si on revient sur le graphique, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous donne la distribution des variations du cours du S&P 500 en pourcentage, autour de sa valeur moyenne, et ça jour après jour. Donc, c'est une étude qui a été menée sur une amplitude de 10 ans, donc 10 ans d'historique, donc c'est quand même quelque chose d'assez fiable. Et maintenant qu'on a bien compris que le comportement du S&P 500 tombait sous le coup de la loi de la courbe en cloche de Gauss, il suffit d'en extraire les paramètres. Donc la moyenne, on voit qu'elle est relativement proche de 0, et l'écart type est de l'ordre de 1%. Donc c'est l'endroit où sont positionnés les marqueurs verticaux. Donc ce qu'on voit, c'est que les 10 dernières années, le marché a passé près de 70% de son temps à osciller entre moins 1% et plus 1%. Autour de sa valeur moyenne. Et ce qu'on voit également, c'est que la probabilité qu'il s'en soit écarté de plus de 1,5%, donc en négatif et en positif, c'est-à-dire ça représente 3 écarts types, est inférieure à 99%. Ce chiffre, il est donné directement par la loi de Gauss. Et par contre, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'il y a quelques singularités. C'est ce qui fait partie de ce que Nassim Nicolas Taleb a nommé la fat tail. Bon, j'ai mis un lien un peu plus bas pour ceux que ça intéresse. Je l'ai lu, c'est un bouquin qui est vraiment très intéressant. Le 8 août, par exemple, de 2011, on a une chute de près de 7% en séance. Et puis à l'opposé, de l'autre côté, complètement à droite, on a eu une envolée des cours de 4,9% à la période de Noël 2018. Dès lors qu'on a vu ça, c'est-à-dire qu'on avait affaire à une courbe en cloche de Gauss, donc parfaitement modélisable, et dans ce cas-là, on n'a plus qu'à se laisser porter par la mécanique mathématique. En tous les cas, ce comportement est le pilier de la stratégie sur laquelle je travaille actuellement. Bon, maintenant qu'on a tout ça en tête et que le cadre est posé, on va imaginer des scénarios de trading sans a priori au départ, et ensuite on va bouger les paramètres et voir quelles vont être nos probabilités de gain et de perte. À la fin, tout à la fin, juste après toutes les simulations, on en déduira des lois à respecter pour obtenir la meilleure garantie de gain sur le long terme sous forme d'ABAC. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Donc dans le cas présent, on va partir de l'hypothèse que notre portefeuille initial est de 10 000 euros. Bon, après, c'est juste un facteur d'échelle. On part également du postulat qu'on n'est pas un expert, et donc notre probabilité de se tromper est équivalente à notre probabilité d'aller dans le bon sens. Et dans les deux cas, on a fixé un pourcentage de gain égal à un pourcentage de perte qui sera de 25% de notre investissement. Cette simulation est faite sur une population de 100 traders et sur une année boursière complète. Alors j'ai regardé à peu près, ça fait 250 jours. Donc ici, on voit les résultats de la simulation, mais avant de discuter de ces résultats, juste une petite explication pour expliquer un peu ce que représente la courbe. Donc en ordonnée, on a la valeur du portefeuille, et en abscisse, on a l'écoulement du temps en nombre de jours. Donc ce qu'on comprend bien, c'est qu'au temps zéro, tous les traders partent avec l'intégralité de leur capital, c'est-à-dire 10 000 euros, c'est ce qu'on a fixé au départ. Et ensuite, on voit l'évolution de ce portefeuille en fonction du temps. Alors, ce qu'on voit notamment, et c'est ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que finalement, au fil du temps, on assiste à une érosion du capital, et dans ce cas-là, c'est assez violent, et ce, quel que soit le trader. Par exemple, au bout de 250 jours, donc on arrive complètement à la droite de la courbe, vous avez seulement 3% des traders qui ont gagné de l'argent, et on a une médiane qui est située à 4 euros. Donc une médiane à 4 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la moitié des traders qui se situent au-dessus et la moitié des traders qui se situent au-dessous. C'est-à-dire que vous avez quasiment la moitié des traders qui ont perdu l'intégralité de leur portefeuille. Et si vous poussez l'analyse suffisamment loin dans le temps, vous tombez sous le coup de ce qu'on appelle la théorie des grands nombres. Donc ça, c'est purement mathématique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théorie? C'est que la probabilité de faire l'argent, elle n'est pas quasiment nulle, elle est nulle. Bon, là, on pourrait me dire, ok, bon, je suis pas matheux, etc. On pourrait me dire, bon, il suffit d'augmenter un petit peu le gain, parce que là, on est un peu sur une zone d'équilibre, c'est un peu compliqué. Et là, normalement, on devrait retomber sur notre pied et être positif.
c'est ce qu'on va faire et on va regarder un peu ce que ça donne. Bon, on y est. Donc dans cet exemple, tout est équivalent à l'exemple précédent. Simplement ici, on met non pas 25%, mais 30% de gains. Les pertes restent équivalentes, donc 25%. On voit que la situation s'est un petit peu améliorée. Le nombre de traders gagnants est passé à 25%. Il y en a même un qui, au cours de l'année, a été titillé le 10 millions d'euros. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les codes gaussiennes. La probabilité est très faible et elle existe. Donc dans ce tirage, on l'a eu. Par contre, si on regarde la médiane, elle est à 500 euros. Et on voit donc que la moitié des traders ont perdu au moins 95% de leur capital. Alors je vous rappelle, le gain est supérieur. Pareil, donc si on pousse sur le temps long, la probabilité de gagner, elle reste à zéro. C'est-à-dire que même dans cette configuration-là, sur le long terme, votre portefeuille tombera à zéro. Maintenant, on peut continuer le game en essayant de trouver à partir de combien de pourcentage de gain on met toutes les chances de notre côté. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, j'ai choisi de poser le gain à 34%. Alors, vous vous en doutez, le 34% n'est pas anodin. C'est celui que j'ai déterminé pour me retrouver dans une situation juste un petit peu au-dessus de l'équilibre. J'ai déterminé cette valeur de manière empirique à l'aide d'un des simulateurs que j'ai codé, mais j'ai également fait l'étude mathématique parce que ce que je voulais c'était trouver les valeurs précises sur le temps long. Mais on verra ça un petit peu plus loin. Le but ici est plus d'essayer de vous faire ressentir les choses à travers les exemples. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Bon, ici, ce qu'on voit, c'est que plus de 50% des traders, en fin d'année, envoient leur portefeuille au-dessus du portefeuille initial, donc ça c'est plutôt positif, et que sur le temps long, finalement, tous les traders finiront par être gagnants. Alors là, cet exemple se passe de commentaires. On est toujours dans une configuration équitable en termes de chances de gagner et chances de perdre. Par contre, on a poussé le gain à 40%, et on a laissé à 25% le niveau de perte accepté. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans cette configuration, là, le résultat est sans appel. Tous les traders engagés dans la partie se retrouvent avec la magie des intérêts composés, avec un capital qui était au moins multiplié par 50 au bout d'un an. Alors ce que je tiens quand même à préciser, j'ai oublié de préciser dans le slide précédent, c'est que dans tous ces exemples, je n'ai pas intégré les frais de courtage, les frais de releveur, de spread, etc. Ils ne sont pas inclus, par contre ils sont très facilement intégrables en augmentant par exemple les pertes apparentes. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin ou simuler d'autres cas, notamment intégrer ces pertes, n'hésitez pas à me demander les fichiers sources. Je vous partagerai mes fichiers Excel sans problème. J'ai essayé de transposer tout ça sur Google Sheet, mais c'est pas simple parce que ça ramait beaucoup trop. On serait plus simple à partager, mais bon, ça ramait beaucoup trop. Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant, voir ce qui se passe si on joue maintenant sur le niveau des pertes acceptées. Et ce dernier point, en fait, il fait toujours partie des points importants pour fixer ma stratégie de trading sur les indices, celle sur laquelle je travaille actuellement. Donc on va regarder ça. Dans cet exemple, donc, j'ai abaissé le niveau de perte et de gain à 10%, contre, rappelez-vous, dans le tout premier exemple que j'ai présenté, on était à 25% de perte et de gain. Alors, premier constat, le nombre de traders gagnants en fin d'année est bien supérieur. Vous êtes passé à 22% contre 3% dans le tout premier exemple, donc avec gain-perte à 25%. La médiane est maintenant de 3 000 euros. Alors certes, ça fait beaucoup de pertes, donc vous avez plus la moitié des traders, la moitié des traders qui sont en dessous de 3 000 et l'autre moitié qui est au-dessus des 3 000. Par contre, vous aviez, souvenez-vous, dans le premier exemple, 4 euros. La médiane était à 4 euros. Donc là, c'était quasiment la perte totale du capital pour plus de la moitié des traders. Là, je ne sais pas vous, mais moi je sens sérieusement la nécessité absolue de contrôler ces pertes et les réduire au maximum. Alors, vous continuez à aller dans le trou, par contre, la dégringolade est beaucoup plus lente. Vous avez de quoi survivre suffisamment longtemps pour redresser la barre et notamment affiner votre stratégie en affinant vos sélections, etc. Dans le but de vous donner un avantage sur le marché, parce que là je vous rappelle qu'on est équiprobable, 50% de chances de gagner, 50% de chances de perdre, et donc d'augmenter vos probabilités de gain. Alors ici la perte acceptée est toujours de 10%, par contre le niveau de gain était fixé à plus de 2% au-dessus du niveau de perte acceptée, soit un profit factor équivalent à la config 2 de ce qu'on avait vu pour les pertes et gains à 25%. Alors ici, que constate-t-on ? C'est qu'au bout d'une année, plus de la moitié des traders ont bien gagné leur vie, avec un gain médian qui est au moins de 250%, et que sur le long terme, ils seront nécessairement tous gagnants,
Ça, c'est ce que nous disent les mathématiques. Et là, encore une fois, on assiste à la notion capitale de la nécessité de maîtriser le niveau de ses pertes. Pour la route, je vous ai fait l'équivalent de ce qui a été vu précédemment lorsque les gains-pertes étaient à 25%. Donc j'ai monté le gain à 16%, et là, pas de surprise, la quasi-totalité des traders seront millionnaires au bout de l'année, et bien évidemment, sur le temps long, tout le monde est gagnant. Alors, dans ce dernier exemple, on reste dans une configuration gagnante, comme celle vue précédemment. Par contre, on descend la probabilité de réussite de 50% à 40%. Et là encore, le constat est sans appel, on assiste à un écroulement du portefeuille en moins d'un an. Donc, avant de donner des résultats un peu plus théoriques, je souhaiterais vous faire sentir un petit peu les choses à travers un tout petit exemple qui illustre ce comportement un peu contre-intuitif au premier abord. Lorsque les gains et les pertes sont fixés au même niveau et que la probabilité de gain et de perte est équivalente. Donc ici, j'ai pris un exemple très simple. On a deux trades consécutifs et j'ai construit l'arbre de toutes les possibilités. Donc là, vous avez deux options possibles, être gagnant ou perdant. Donc deux trades, deux options, ça nous fait quatre possibilités. Ce sont celles qui sont listées au niveau des feuilles de l'arbre, complètement à droite. Donc si on prend l'exemple de la branche du haut, eh ben, on a de la chance, on a tout le temps été gagnant. Donc le gain, ce qu'on a gagné à chaque fois, c'est 1 plus 10%, c'est-à-dire 1,1. Donc on a gagné 10 000 euros fois 1,1 fois 1,1. Donc si vous faites le calcul, vous allez tomber à 12 100 euros. Et ensuite, la branche du bas, celle qui est juste en dessous, vous avez gagné une fois et vous avez perdu. Et là, si vous faites le calcul, vous allez voir que vous êtes à 9 900 euros. Et si vous faites le calcul sur les deux branches inférieures, vous avez également le même montant. Donc si on fait le bilan de tout ça, finalement, vous avez eu un gagnant pour 3 perdants. Et on n'a fait que 2 trades. Bon, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais mon but ici, c'est pas de vous faire une thèse de mathématiques, mais c'est juste de vous faire sentir un peu ce déséquilibre. Maintenant, on va voir ce que dit la théorie. Alors, à mon grand dame, j'ai pas réussi à trouver la formule pour déterminer ces ratios sur la toile. Du coup, je ne suis pas allé chez les équations. Alors, ça remplit 4 pages. Alors, c'est certainement moyen de faire plus simple. Si on met un full math au-dessus, je pense qu'il peut faire ça beaucoup plus rapidement. Mais bref, ce que j'ai fait a priori a l'air de fonctionner puisque je l'ai vérifié par simulation. Si ça intéresse quelqu'un que je pose tout ça dans une présentation, je m'appuierai certainement à l'exercice. Ce sera aussi certainement une bonne source de motivation pour me permettre de remettre ça au propre. Sinon, je garde mes feuilles volantes. Mais bon, revenons à nos courbes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Elles nous donnent le niveau de facteur de profit à appliquer en fonction de nos probabilités de succès sur les marchés, pour différents niveaux de perte acceptée. Alors les différents niveaux de perte acceptée, ce sont les différentes courbes que vous voyez. Donc à gauche, perte acceptée relativement faible, moins 5%, à droite, perte acceptée élevée, 95%. Alors ce qu'on voit a vraiment été révélateur pour moi, et j'espère que ça le sera pour vous, c'est que par exemple, pour un niveau de perte acceptée de 5%, et même avec une poisse pas possible sur les marchés, c'est-à-dire que vous avez une probabilité de 10% de réussite, un simple profit factor de 1,5 suffira à vous mettre dans le vert. A contrario, si on tolère 75% de pertes, certes c'est énorme, mais c'est juste pour l'illustration, et en partant sur une base d'équiprobabilité en termes de gain et de perte, c'est-à-dire 50% de probabilité de gain, 50% de probabilité de perte, il faut un profit factor de 4 pour être sûr de faire du profit. Alors c'est l'endroit cerclé en rouge là, c'est l'intersection entre la verticale et puis la courbe qui représente 75% de niveau de perte. Donc en considérant qu'on ne connaît rien au marché, qu'on décide de l'aborder en mode pile ou face, 50% gain, 50% de perte, la droite verticale que j'ai tracée définit le profit factor à appliquer pour avoir la certitude d'être toujours en gain. Donc c'est le tableau qui est juste en dessous. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Alors maintenant je vous laisse choisir votre camp, inutile de vous donner le mien. Alors une petite dernière pour ceux qui ont tenu jusque là, mais bon c'est quelque chose qui me paraissait important. Donc la courbe qu'on voit là représente le gain nécessaire à avoir pour récupérer une perte sur n'importe quel capital initial. Donc la clé de l'explication de tout ce qu'on vient de voir est ici en fait, est cachée derrière cette courbe. Et cette courbe nous montre que tant que nos pertes sont faibles, il est très facile de les récupérer. Pour des pertes, disons, à la louche inférieures à 10%, on a quasiment du 1 pour 1. C'est-à-dire que pour récupérer 5%, on a besoin de faire d'un gain d'à peu près 5%. Donc, tout le monde aura compris qu'autour de ces niveaux, on est dans le réaliste
et qu'une perte peut être très facilement effacée. Par contre, si on subit une perte supérieure, prenons 50% pour donner un exemple frappant, eh bien, en regardant la courbe, on voit que pour récupérer cette baisse, il faudra faire un gain de 100%. Et à ce niveau, on voit clairement qu'on joue dans une cour qui est vraiment difficilement accessible à la majorité des traders, c'est-à-dire la majorité d'entre nous, quoi. Là, je vous ai mis pour visu où se situe la rentabilité du S&P 500. Donc, on voit que c'est quasiment pas récupérable. Bon, ben là, on arrive à la conclusion. Donc, je l'ai déjà dit, cette présentation n'a pas d'autre prétention que d'expliquer d'un point de vue purement mathématique les pertes constatées chez la plupart des traders qui n'ont pas l'avantage sur les marchés. Alors tout ce raisonnement ne prend bien entendu pas en compte les stratégies utilisées qui peuvent sensiblement changer la donne en faisant passer la probabilité de réussite au-delà des 50%. Alors on a vu l'importance de bien contrôler ses pertes. Alors je les mets en rouge parce que je considère que c'est de loin le critère le plus important. Chacun ses propres règles, mais à titre personnel, ma règle est de ne jamais dépasser 10% de pertes. Et même en général, je coupe bien plus tôt, surtout lorsque je fais du scalping. Et une fois que vos tolérances aux pertes ont été fixées, vous pouvez utiliser les abacs présentés un peu plus tôt pour déterminer votre take profit minimum, c'est-à-dire le take profit au-dessus duquel vous êtes sûr que sur le long terme, vous ferez grossir votre capital. Alors, il faudra bien entendu ajuster ces valeurs en fonction de vos frais de courtage et vérifier aussi que le niveau déterminé, donc du take profit, est bien compatible avec votre plan de trading. Bon, ça après c'est l'affaire de stratégie. Voilà, donc si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous sentez que vos travaux sont relativement proches des miens, n'hésitez pas à me déposer vos retours en bas de la vidéo. Et si vous avez trouvé ce travail intéressant, faites-le moi savoir également, ça me motivera pour continuer à produire. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.